Les États-Unis, une terre de rêves, d'opportunités, de lumières éclatantes. Mais derrière le vernis du rêve américain se cachent des ombres, des histoires si sombres, si perturbantes, qu'elles semblent sorties tout droit des pires cauchemars. Aujourd'hui, on va plonger dans l'envers sombre de l'histoire criminelle américaine. 10 récits vrais, 10 monstres qui ont marqué leur époque et dont les actes continuent de glacer le sang. Accrochez-vous, car ce voyage au cœur de l'horreur réelle commence maintenant. On commence notre descente dans l'horreur à la fin du 19e siècle à Chicago, en pleine effervescence pour l'exposition universelle de 1893. Des millions de visiteurs affluaient, attirés par la modernité et les promesses de l'avenir. Mais au milieu de cette foule joyeuse, un homme discret et charismatique, le docteur H.H. Holmes, construisait son propre avenir. Un avenir pavé de tromperies, de souffrances et de mort. Holmes, de son vrai nom Herman Webster Mudgett, était un escroc né. Il s'installe à Chicago et grâce à des méthodes frauduleuses, acquiert un terrain et entreprend la construction d'un hôtel, le World's Fair Hotel. Mais cet hôtel n'était pas comme les autres. C'était un labyrinthe de l'horreur méticuleusement conçu pour ses macabres projets. Les plans étaient délibérément complexes. Couloirs tortueux, pièces sans fenêtres, portes s'ouvrant sur des murs, escaliers s'arrêtant brusquement. Et surtout, le sous-sol. Ce n'était pas une simple cave. Holmes y avait installé des tables de dissection, des cuves d'acide, un four crématoire. Des méthodes parfaites pour faire disparaître des corps. Pendant l'exposition, Holmes attirait des femmes seules, souvent riches, venues visiter la ville. Il les charmait, leur proposait un emploi ou une chambre dans son hôtel. Une fois piégés à l'intérieur de ce château de la mort, leur destin était scellé. Il les enfermait dans des pièces hermétiques, activait des conduites de gaz pour les asphyxier ou utilisait d'autres méthodes ignobles. Une fois mortes, leurs corps étaient précipités via des trappes vers le sous-sol. Là, ils dépouillaient les corps de leurs biens, puis utilisaient les installations macabres pour les faire disparaître ou pour préparer les squelettes. Oui, ils revendaient les squelettes à des facultés de médecine. Le mystère de H.H. Holmes réside non seulement dans l'ingéniosité perverse de son château, mais aussi dans le nombre exact de ses victimes. Il a avoué 27 meurtres, mais les estimations varient entre 20 et plus de 200. Il se débarrassait de ses employés et de ses associés avec la même facilité. C'était un prédateur méthodique, sans pitié, profitant de l'anonymat de la grande ville et du chaos de l'exposition. Son château fut finalement incendié, mais l'histoire de ses horreurs, cachée dans ses murs tordus, reste l'une des plus effrayantes et fascinantes de l'histoire criminelle américaine. Changement d'époque, changement de décor, mais l'horreur demeure. Direction Los Angeles, en plein âge d'or Hollywood, en 1947. Une ville de paillettes et de glamour, où les rêves se font et se brisent. C'est ici que l'un des meurtres les plus célèbres et les plus macabres de l'histoire américaine a eu lieu. Un crime qui a fasciné et terrifié le monde entier. Le meurtre d'Elizabeth Short, mieux connue sous le nom du Dahlia Noir. Elizabeth Short était une jeune femme de 22 ans venue à Los Angeles avec l'espoir de percer à Hollywood. Belle, aimant faire la fête, elle traînait dans les bars et les cercles de la ville, aspirant à une vie meilleure. Son corps fut découvert le 15 janvier 1947 dans un terrain vague de Leimert Park, et la scène était d'une brutalité inimaginable. Son corps avait été coupé en deux au niveau de la taille, avec une précision chirurgicale presque parfaite. Il était entièrement vidé de son sang et plusieurs organes internes avaient été retirés. Son visage était mutilé par un sourire de Glasgow, une coupure de chaque coin de la bouche jusqu'aux oreilles. Le corps était propre comme lavé. C'était une mise en scène, un message délibéré. L'affaire a immédiatement explosé dans les médias
alimenté par la nature horrible du crime et le surnom donné à la victime, le dahlia noir, inspiré par un film et par la tenue qu'elle portait avant sa mort. L'enquête fut une catastrophe. Des centaines de personnes ont avoué le crime, dont la plupart étaient des menteurs ou des personnes cherchant l'attention. La police a suivi d'innombrables pistes, toutes infructueuses. Le tueur a même contacté la police et les journaux envoyant des lettres moqueuses et des effets personnels de la victime. C'était un jeu pervers. Malgré une enquête massive, le meurtrier du dahlia noir n'a jamais été identifié. Le mystère plane toujours. Qui était capable d'une telle atrocité? Pourquoi cette mise en scène macabre? Y a-t-il eu d'autres victimes liées à ce tueur? Des dizaines de suspects potentiels ont été examinés au fil des décennies, y compris des personnalités de la haute société et des professionnels de la santé, mais aucune preuve décisive n'a jamais émergé. Le meurtre du dahlia noir reste l'une des énigmes criminelles les plus frustrantes et les plus terrifiantes de l'histoire. Un rappel que même sous le soleil de la gloire hollywoodienne, une noirceur insondable peut exister, laissant derrière elle un mystère glacial qui hante encore Los Angeles. Nous sommes maintenant dans les années 80. L'air est électrique, l'économie est florissante, mais une peur nouvelle et aléatoire s'empare de la Californie. Entre 1984 et 1985, une figure cauchemardesque émerge des ténèbres, Richard Ramirez, le Night Stalker. Un tueur dont la seule présence a terrifié toute une région. Ramirez n'avait pas de schéma de victime apparent. Il attaquait indifféremment hommes, femmes, enfants de tous âges et de toutes origines ethniques. Ses crimes étaient d'une brutalité sauvage, meurtres, viols, vols, cambriolages. Il s'introduisait dans les maisons en pleine nuit, souvent par des fenêtres laissées ouvertes par la chaleur. L'horreur pouvait frapper n'importe qui, n'importe où. La peur était partout. Les gens achetaient des armes, renforçaient leurs portes et fenêtres, ne dormaient plus la nuit. Les attaques semblaient aléatoires, mais il y avait une constante, une violence extrême et la présence de symboles sataniques laissés sur les lieux du crime. Ramirez était un adorateur de Satan et il utilisait ses actes pour affirmer son allégeance. L'enquête a été longue et frustrante. Les indices étaient minces, les témoignages contradictoires. Les polices de Los Angeles et du nord de la Californie collaboraient, comprenant qu'ils avaient affaire au même individu. La traque était intense. La percée est venue grâce à une empreinte digitale laissée sur un rétroviseur volé. Elle a finalement permis d'identifier Richard Ramirez. Son visage a été diffusé dans tout le pays. Le 31 août 1985, il a été reconnu par des citoyens vigilants dans un quartier de Los Angeles alors qu'il tentait de voler une voiture. Ce fut une chasse à l'homme spontané dans les rues, la communauté se mobilisant pour maîtriser le monstre qui les terrorisait. Son arrestation a mis fin à une année de terreur. Le procès fut tout aussi sensationnel, Ramirez affichant son mépris pour la justice et ses convictions sataniques. Il fut condamné à mort pour 13 meurtres et de nombreux autres crimes. Il est mort en prison en 2013, attendant son exécution. L'histoire de Richard Ramirez est terrifiante, car elle incarne la peur que l'horreur puisse entrer dans votre vie sans raison, sans lien, juste à cause d'un esprit torturé, alimenté par les ténèbres. Le Night Stalker reste un symbole de la violence la plus aveugle et la plus effrayante. Remontons encore plus loin, en 1912, dans la petite ville rurale de Villisca, en Iowa. Un endroit paisible où tout le monde se connaît, où les portes ne sont pas fermées à clé. Mais la nuit du 9 au 10 juin, cette tranquillité a été brisée par un acte d'une barbarie sidérante, un crime qui n'a jamais trouvé de réponse et qui continue de hanter les lieux. La famille Moore, composée des parents Josiah et Sarah et de leurs 4 enfants, Herman, Catherine, Boyd et Paul, avait passé la soirée à l'église méthodiste locale pour une veillée d'enfants. 2 amis des enfants, Moore, Lena et Ina Stillinger,
étaient restés dormir chez eux. Tous sont rentrés tard dans la nuit et se sont endormis. Au petit matin, la voisine, ne voyant pas la famille Moore sortir, s'inquiète. Elle appelle le frère de Josiah, Ross Moore. Ross arrive, entre prudemment dans la maison et découvre l'horreur absolue. Dans les chambres, les 8 occupants de la maison avaient été brutalement assassinés à coups de hache. Ils avaient tous été attaqués dans leur sommeil. La hache avait été trouvée sur place. Un morceau de lard avait été laissé près d'elle et des draps avaient été utilisés pour recouvrir les visages des victimes ou les vitres des fenêtres. La scène était d'une violence inouïe pour une petite communauté comme Villisca. L'enquête a débuté immédiatement, mais elle a été entachée par l'inexpérience des autorités locales et par une foule de faux aveux et de pistes complexes. Un pasteur itinérant avec un passé trouble, un sénateur local, un homme connu pour son comportement erratique. De nombreux suspects potentiels ont été identifiés au fil des ans, mais aucun n'a jamais été définitivement lié au meurtre. L'affaire des meurtres de Villisca est d'autant plus terrifiante qu'elle n'a jamais été résolue. 8 personnes, dont 6 enfants, massacrés dans leur lit dans une petite ville, endormis. Par qui et pourquoi? Le mobile n'a jamais été clairement établi. Vol, vengeance, un acte de folie pure, le mystère demeure figé dans le temps, transformant la maison de Villisca en un lieu de sinistre pèlerinage, un mémorial macabre à une injustice non résolue et à une horreur brute. Notre prochain arrêt nous mène dans la campagne isolée du Wisconsin, dans les années 1950. Un paysage de fermes, de forêts et de silence. C'est ici, dans ce cadre paisible, que résidait un homme dont les actes ont été si monstrueux qu'ils ont inspiré certains des films d'horreur les plus célèbres jamais réalisés. Ed Gein. Ed Gein vivait une vie solitaire après la mort de sa mère dominatrice. Il semblait inoffensif, faisant des petits boulots pour ses voisins. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière les portes closes de sa ferme, une horreur inimaginable se cachait. L'horreur a éclaté au grand jour en novembre 1957, après la disparition de Bernice Worden, la propriétaire du magasin général local. La police a suivi une piste menant à Gein. Ce qu'ils ont découvert dans sa ferme a défié l'entendement. Ce n'était pas juste une maison sale et en désordre, c'était un charnier, un atelier macabre. Les enquêteurs ont trouvé le corps de Bernice Worden, décapité, accroché par les pieds. Mais ce n'était que le début. Dans la maison, ils ont découvert un assortiment terrifiant d'objets fabriqués à partir de restes humains. Des bols faits de crâne, des chaises recouvertes de peau humaine, un abat-jour fait de peau de visage, des ceintures de mamelons, des masques faits de peau de visage, des costumes faits de peau de femme. Gein a avoué avoir déterré des corps dans les cimetières locaux pour obtenir ces matières premières. Il a également avoué le meurtre de Bernice Worden et d'une autre femme, Mary Hogan, disparue en 1954. Il n'était pas un tueur en série au sens classique avec un grand nombre de victimes, mais la nature de ses crimes et de ce qu'il faisait avec les corps était d'une perversion sans précédent. Les découvertes à la ferme Gein ont choqué le monde et ont eu un impact profond sur la culture populaire, inspirant directement des personnages comme Norman Bates, Leatherface ou Buffalo Bill. Ed Gein était le collectionneur de morts, l'artisan macabre, un esprit brisé dont les actes ont prouvé que l'horreur la plus pure pouvait exister dans le silence d'une ferme isolée. Sa ferme a brûlé dans un incendie suspect peu après, comme si la terre elle-même voulait effacer la mémoire des horreurs qu'elle avait abritées. Mais l'histoire d'Ed Gein reste gravée comme un avertissement effrayant sur les abysses de la psyché humaine. On continue nos récits avec une ombre qui plane toujours sur la Californie du Nord. Entre la fin des années 60 et le début des années 70, un tueur s'est attaqué à des couples dans des lieux isolés, puis à un chauffeur de taxi en plein San Francisco. Il semblait choisir ses victimes au hasard, mais ce qui le distinguait, c'était sa soif d'attention.
Il a envoyé une série de lettres moqueuses aux journaux de la région, narguant la police et détaillant ses crimes. Ces lettres étaient souvent accompagnées de cryptogrammes, des messages codés qu'il prétendait révéler son identité et ses motivations. Il a signé ses communications avec un symbole, un cercle barré d'une croix, et s'est autoproclamé le Zodiac. Les attaques étaient brutales et soudaines. Sa première attaque confirmée a eu lieu en décembre 1968 sur un jeune couple dans une voiture à Benicia. 6 mois plus tard, il frappait à nouveau à Vallejo. En octobre 1969, il poignardait un autre couple près du lac Berryessa, laissant l'un d'eux gravement blessé mais vivant. Puis, le mois suivant, il abattait un chauffeur de taxi, Paul Steen, en plein centre de San Francisco. Il a même envoyé un morceau de la chemise tachée de sang de Steen aux journaux. La police était désemparée. Le Zodiac changeait de méthode, se vantait, envoyait des énigmes. Le premier cryptogramme fut rapidement résolu par un couple d'enseignants, mais il ne contenait qu'une diatribe menaçante sur la collecte d'esclaves pour l'au-delà. Les autres messages codés, plus complexes, n'ont jamais été officiellement déchiffrés de manière convaincante. Des dizaines de suspects potentiels ont été envisagés au fil des ans. Des profilers ont tenté de cerner sa personnalité, mais son comportement était imprévisible. Le Zodiac prétendait avoir tué beaucoup plus de personnes que les 7 victimes, dont la police est certaine qu'elles lui sont liées, 5 morts, 2 blessés. Est-ce une autre de ces moqueries, ou la vérité est-elle encore plus sombre? L'affaire du tueur du Zodiac reste ouverte. Son identité n'a jamais été officiellement établie, malgré des décennies d'enquête et l'attention continue des amateurs de true crime. C'est l'histoire d'un tueur qui a non seulement pris des vies, mais qui a aussi joué avec la police et le public, laissant derrière lui une série de puzzles macabres et la terreur durable d'un monstre insaisissable qui pourrait avoir disparu ou qui pourrait toujours être là. Pour notre prochain récit, imaginez le pire des monstres et imaginez qu'ils vivent juste à côté, que vous le croisiez à l'église, au supermarché ou dans votre quartier. C'est l'histoire de Dennis Rader, plus connu sous le nom de BTK, pour bind, torture, kill, ligoter, torturer, tuer. Pendant plus de 30 ans, de 1974 à 1991, BTK a terrorisé Wichita, Kansas et ses environs. Il s'introduisait chez les gens, les ligotait, les torturait et les tuait. Ses victimes étaient souvent des familles entières. Son premier crime fut le massacre de 4 membres de la famille Otero en janvier 1974. Comme le Zodiac, BTK aimait l'attention. Il envoyait des lettres aux médias se vantant de ses crimes, choisissant son propre surnom et détaillant les horreurs qu'il avait commises. Il prenait des photos de ses victimes et de lui-même dans des mises en scène perverses. Ce n'était pas seulement tuer pour lui, c'était une question de contrôle absolu et de fantaisie tordue. La peur à Wichita était palpable. Pendant des décennies, le tueur est resté insaisissable. L'affaire est devenue l'artue froide, mais en 2004, 13 ans après son dernier meurtre connu, BTK a refait surface. Il a recommencé à contacter les médias, cherchant à prouver qu'il était toujours actif. Cette fois, la technologie et les erreurs du tueur allaient être sa perte. Dans un échange de messages avec la police via une disquette, Rader a commis une erreur fatale. Les métadonnées du fichier ont révélé qu'il provenait de l'église luthérienne et contenait le nom Dennis. Cela a conduit la police à un paroissien nommé Dennis Rader. Ses caractéristiques physiques correspondaient. Il vivait près des scènes de crime et sa propre fille travaillait chez l'un des enquêteurs de l'affaire froide. Le 25 février 2005, Dennis Rader a été arrêté. L'Amérique entière a été sidérée. Cet homme, un président d'église, un scoutmaître, un mari et un père de famille, était le monstre qu'il recherchait depuis 30 ans. Son procès a été horrifiant, Rader décrivant ses crimes avec une froideur dérangeante. L'histoire de BTK est terrifiante.
non seulement par la brutalité de ses actes, mais aussi par la facilité avec laquelle un individu peut mener une double vie, cachant une noirceur absolue derrière une façade de normalité respectueuse des lois. C'est un rappel glaçant que le mal peut se cacher n'importe où, même chez votre voisin. Les amis, parfois, la façade de normalité cache une horreur encore plus profonde. John Wayne Gacy était un entrepreneur respecté, impliqué dans la politique locale, un animateur de fêtes pour enfants sous les traits de Pogo le clown. Mais sous le maquillage souriant se cachait l'un des tueurs en série les plus prolifiques et terrifiants d'Amérique. Entre 1972 et 1978, Gacy a enlevé, torturé et tué au moins 33 jeunes hommes et garçons. Il ciblait souvent des autostoppeurs, des jeunes hommes vulnérables ou des employés occasionnels qu'il attirait chez lui sous divers prétextes. Une fois à l'intérieur, l'horreur commençait. Gacy utilisait un tour de magie avec des menottes pour piéger ses victimes, puis les agresser, les torturer et les étrangler. Ce qui a rendu ces crimes particulièrement monstrueux, c'est ce qu'il faisait des corps. Sur les 33 victimes, 29 ont été retrouvés, enterrés dans le vide sanitaire sous sa maison de banlieue. L'odeur de la mort était si forte autour de sa maison que les voisins s'en plaignaient, mais Gacy prétendait avoir des problèmes d'humidité ou de canalisation. La police a commencé à enquêter sur lui après la disparition d'un jeune homme, Robert Piest, que Gacy avait été la dernière personne vue avec. L'enquête a mené à un mandat de perquisition. Ce que les enquêteurs ont découvert à l'intérieur et sous sa maison a dépassé tout ce qu'ils auraient pu imaginer. L'excavation a pris des semaines, révélant corps après corps. C'était un cimetière personnel, caché sous une maison de banlieue, en apparence ordinaire. John Wayne Gacy a été reconnu coupable et condamné à mort. Il a été exécuté en 1994. L'histoire de Gacy est terrifiante, car elle brise la confiance. Il a utilisé sa respectabilité et son rôle de clown pour enfants comme une couverture parfaite pour des actes d'une sauvagerie inimaginable. Le concept du clown tueur est entré dans la culture populaire comme un symbole de l'innocence pervertie, un cauchemar vivant né de l'esprit malade d'un homme. Certains crimes frappent au plus profond de notre peur collective, celle de voir l'innocence ciblée. À Rochester, New York, au début des années 1970, une série de meurtres non résolus a terrifié la communauté, laissant derrière elle une question qui hante encore la ville. Qui était le tueur de l'alphabet ? Entre 1971 et 1973, 3 jeunes filles ont disparu, puis ont été retrouvées assassinées. Le point commun macabre, leurs initiales correspondaient Carmen Colon, 11 ans, CC, Michelle Maenza, 11 ans, MM, et Wanda Walkovich, 11 ans, WWW. Et le plus effrayant, le lieu où leur corps était se retrouver commençait aussi par la même lettre que leurs initiales et leur nom de famille. Carmen a été trouvée à Churchville, Michelle près de Macédoine et Wanda à Webster. Les 3 filles ont été enlevées en plein jour ou en début de soirée, dans des circonstances apparemment ordinaires. Leurs corps ont été retrouvés plusieurs jours ou semaines plus tard dans des zones rurales à l'extérieur de Rochester. La cause de la mort était similaire pour Michelle et Wanda, asphyxie et les étranglements, mais Carmen avait été brutalement battue. L'enquête fut intense mais frustrante. La police a exploré de nombreuses pistes, interviewé des centaines de personnes, mais le tueur de l'alphabet semblait insaisissable. Le lien entre les initiales des victimes et des lieux de découverte suggérait une planification perverse, un jeu cruel de la part du tueur. Cela a ajouté une couche supplémentaire d'horreur et de mystère à ces crimes déjà effroyables. Des décennies ont passé. Les techniques d'enquête ont évolué. De nouveaux suspects ont été examinés, y compris des personnes déjà emprisonnées
pour d'autres crimes, mais aucune preuve ADN concluante ou lien définitif n'a jamais permis de nommer le tueur de l'alphabet. L'affaire reste non résolue. L'histoire du tueur de l'alphabet est une tragédie non résolue qui pèse sur la ville de Rochester. C'est la peur incarnée que des enfants ne soient pas en sécurité, même dans leur propre quartier, et que le monstre responsable puisse s'être évanoui dans la nature, laissant les familles des victimes et toute une communauté sans réponse, hantée par le souvenir des jeunes vies fauchées par une main inconnue et sinistrement méthodique. Nous continuons notre voyage dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine avec un homme dont les actes étaient si dépravés et monstrueux qu'il défie toute compréhension. Albert Fish, l'homme que la presse a surnommé l'ogre de Wisteria, mais dont les crimes étaient bien au-delà de la simple ingestion. Actif pendant plusieurs décennies au début du XXe siècle, Albert Fish était un sadique, un cannibale et un tueur d'enfants. Il se présentait souvent comme un vieil homme pieux et inoffensif pour gagner la confiance des familles, en particulier celles avec de jeunes enfants. Son crime le plus célèbre et celui qui a conduit à son arrestation fut le meurtre de Grace Budd, une fille de 10 ans en 1928. Fish avait répondu à une annonce publiée par la famille Budd qui cherchait un ouvrier agricole. Il s'est présenté comme un homme du nom de Frank Howard et a gagné la confiance des parents. Un jour, il a demandé s'il pouvait emmener Grace à une fête d'anniversaire. Naïvement, les parents ont accepté. Grace Budd ne fut jamais revue. Pendant 6 ans, sa famille a désespérément cherché sa fille, sans succès. La percée est venue en 1934 lorsque Albert Fish a envoyé une lettre incroyablement détaillée et macabre à la mère de Grace Budd, décrivant comment il avait emmené la fille dans une maison vide, l'avait assassinée et l'avait mangée. La lettre, envoyée sur du papier à en-tête de l'Union Mission de Washington, D.C., a permis à la police de retrouver Fish. Son arrestation a révélé l'étendue de sa perversion. Il a avoué de nombreux autres crimes, des agressions, des meurtres d'enfants. Il se délectait de la douleur, s'auto-mutilait et ses fantasmes étaient d'une noirceur absolue. Albert Fish a été déclaré saint d'esprit et apte à être jugé malgré l'évidence de sa folie. Il a été reconnu coupable du meurtre de Grace Budd et condamné à mort. Il a été exécuté en 1936. L'histoire d'Albert Fish est si perturbante qu'il est difficile d'en parler. C'est l'incarnation du mal absolu, un homme qui a trouvé du plaisir dans la souffrance la plus extrême et la destruction de l'innocence. Son cas reste l'un des plus choquants et des plus difficiles à appréhender de l'histoire criminelle. Zodiac, BTK, Gacy, le tueur de l'alphabet, Albert Fish, des noms qui resteront gravés dans l'histoire, non pas pour des exploits, mais pour les profondeurs de l'horreur qu'ils ont atteintes. Ces histoires nous rappellent la complexité de la nature humaine et la présence potentielle du mal, même dans les lieux les plus inattendus. Elles nous poussent à réfléchir sur la sécurité, sur la psychologie criminelle et sur les mystères qui parfois ne sont jamais résolus. Ces récits sont difficiles à écouter, mais les connaître fait partie de la compréhension du monde qui nous entoure. Ces histoires nous fascinent autant qu'elles nous terrifient. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elles remettent en question notre sentiment de sécurité, ou peut-être parce qu'elles explorent les limites de ce que l'être humain est capable de faire. Alors, laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang ? Y en a-t-il d'autres que j'aurais dû mentionner? Laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a intéressé et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines plongées dans les mystères et les horreurs de notre monde. Dormez bien si vous y arrivez. À bientôt.